Bonjour à tous. Fantasmer, espérer, expérimenter, la mobilité électrique a connu une longue route pour devenir une réalité. Et si les premiers véhicules électriques et hybrides circulent désormais dans nos centres-villes, il reste maintenant à s'interroger pour savoir si c'est un simple effet de mode ou un mouvement irréversible. Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir 3 invités sur cette première table ronde de l'AVL Tech Day. Alors je vais vous les présenter de gauche à droite. D'abord Charlotte de Silguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'AVER France. L'AVER France, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. C'est bien ça? Absolument, une association qui a été fondée il y a maintenant 35 ans. Bon, on a déjà une partie de la réponse. À vos côtés, Bruno Barlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Le Grand France. Bienvenue parmi nous. Merci. Et puis, à vos côtés, enfin, Michel Couture, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la mobilité électrique au sein du groupe EDF. C'est ça. Alors, je vais commencer peut-être par une question assez collégiale. On a souvent annoncé le démarrage de la mobilité électrique. Ça fait un peu écho à mon introduction. Est-ce que 2013 sera l'année du véritable démarrage de la mobilité électrique? Peut-être commencer par Charlotte de Silguy sur ce point. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est 2011, 2012, 2013 ou 2014. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement irréversible. Tous les experts du sujet sont d'accord. Il y a plusieurs faisceaux et facteurs qui rendent aujourd'hui la mobilité électrique, le terreau favorable et la mobilité électrique nécessaire pour plein de raisons. Des raisons d'innovation technologique, la batterie, des raisons de changement climatique, des raisons d'émissions de gaz à effet de serre, avec les contraintes bruxelloises qui invitent à réduire nos émissions, ou du moins celles des véhicules, une formidable prise de conscience écologique de la population qui n'était pas là il y a 20 ans. On regardait les écolos d'un regard un petit peu amusé. Aujourd'hui, c'est complètement intégré dans les mœurs, dans les consciences et même dans les entreprises et les politiques. Et puis, les données qui commencent à sortir sur la qualité de l'air, sur la qualité de vie même. Et puis, bien sûr, n'oublions pas ce qui a été d'ailleurs l'électrochoc en 2008, avec la montée subite du prix du baril de pétrole à $100, la nécessaire prise de distance qu'on doit prendre avec cette civilisation du pétrole pour des raisons écologiques évidentes, mais aussi pour des raisons stratégiques et économiques d'indépendance énergétique. Très bien. Chez Legrand ou chez EDF, comment on voit ce démarrage? Est-ce pour bientôt? Est-ce pour maintenant? Je rejoins ce que vous venez de dire, à savoir que je ne sais pas si 2013 sera l'année de la mobilité électrique plus que les précédentes. En tout cas, ce qui est sûr, probablement encore moins que les suivantes. C'est-à-dire que le mouvement, je converge tout à fait vers sur l'idée d'un mouvement qui est forcément très long, puisque nous venons de plusieurs décennies, pour ne pas dire un siècle, de mobilité thermique avec le pétrole, et qu'on ne sort pas d'un mouvement pareil comme ça en 3 ans ou en 5 ans. Donc c'est forcément très long. Je crois qu'il y a un vrai mouvement dans la tête de chacun d'entre nous sur le fait que l'énergie est un sujet, que la pollution est un sujet, qu'on ne pourra pas éternellement continuer sur le régime de consommation antérieur, c'est-à-dire qu'on a fonctionné en open bar sur toutes les énergies pendant un demi-siècle. Et ça, je crois qu'il y a une prise de conscience que ce sera terminé. Premier message. Deuxième message, aujourd'hui 100 km avec un véhicule thermique, ça coûte entre 10 et 15 euros de consommation simplement de l'énergie. Et ça va continuer d'augmenter. Et on a fait une étude, nous, chez Legrand, quand on s'est posé sur le sujet véhicule électrique, en discutant avec EDF, les constructeurs automobiles, etc. On s'est dit finalement, les consommateurs en pensent quoi? On a confié une étude à IFOP. Et il y a 2 ans déjà, la moitié des Français disaient « j'achèterais bien un véhicule électrique ». Mais les gens cherchent des repères. Qu'est-ce que ça coûte? Comment je vais l'utiliser au quotidien? Quid de l'autonomie? Comment je me charge? Qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? On explique comment vous pouvez vous déplacer, quelles sont les limites et les possibilités, c'est quoi l'autonomie, comment vous chargez. On fait tout ce travail. Donc aujourd'hui, les gens évoluent en maturité. Donc 2013, probablement pour moi, sera plus électrique
que les précédentes. Bon, on parlera largement de ces sujets d'usage au cours de l'émission. Peut-être je vais vous relancer sur ce même point, monsieur Couture, avec peut-être en prenant le problème à l'inverse. Est-ce que vous, côté opérateur, vous sentez une vraie mobilisation des acteurs, c'est-à-dire de constructeurs, d'équipementiers? Est-ce que vous ressentez un vrai changement de mentalité? Oui, je ne vais pas reprendre tous les propos qui ont été tenus. Il y a des éléments subjectifs, des éléments de tendance qui sont évidents, mais il y a aussi des éléments objectifs très clairs, qui sont chiffrés. Tout simplement, si on compare ce qui se passe en ce moment avec ce qu'on a appelé la première génération de véhicules électriques, on nous ramène toujours à cela. On nous dit, mais est-ce que c'est pas comme dans les années 90, que ça ne sera pas un feu de paille? Objectivement, on peut dire que non, parce que les gens jouent avec leur argent. Si on s'intéresse aux investissements qui ont été opérés dans les batteries, dans la construction automobile, dans la construction d'équipements, et également les obligations qui sont faites au niveau européen, par exemple, on parle d'obligations cette fois d'installation de bornes, on peut dire que ce sont des éléments très objectifs qui font que maintenant ça ne peut que démarrer. Et on s'en rend compte très objectivement en tant qu'opérateur de mobilité. Alors au niveau des collectivités, alors c'est vrai qu'aujourd'hui tous les appels d'offres ne sont pas sortis, mais il y a de très nombreuses collectivités qui sont mûres et le lait frémit, autrement dit elles sont prêtes à sortir leurs appels d'offres. Et puis au niveau du privé, on opère aujourd'hui dans des flottes de petites entreprises, plus de petites que de grandes d'ailleurs aujourd'hui, des locations de voitures, des ventes de véhicules et des installations de bornes qui sont très réelles et qui ne se passaient pas il y a 1 an ou 2 ans, bien entendu. Tiens, alors justement, puisqu'on parle un peu de territoire national, est-ce que la France est bien placée puisqu'elle a des atouts sur ce sujet de la mobilité électrique, peut-être Charlotte de Silguy? En France, on a plusieurs acteurs dans le domaine industriel de la mobilité électrique, du côté des batteries, du côté des infrastructures de charge, du côté des prises, du côté des constructeurs. On parle beaucoup de Renault et de PSA, un peu de Bolloré, un petit peu de Venturi, un petit peu de Mia parfois. Mais il y a une bonne vingtaine de constructeurs automobiles électriques en France qu'on ne connaît pas, et notamment de petits véhicules électriques légers. Bref, que ce soit des grands groupes ou des PME, il y a des industriels. Il y en a du côté des batteries, il y en a du côté des infrastructures de charge, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que ça correspond à l'ère du temps, bien au-delà du véhicule proprement dit, toute une gamme de start-up ou même d'entreprises qui s'adaptent aux nouveaux marchés de la mobilité, avec tout ce qui est domaine des services. Même EDF se met sur ces services de mobilité parce que la mobilité électrique, enfin la voiture électrique, elle est dans un écosystème. La mobilité de demain, c'est pas stricto sensu la possession d'une voiture, c'est toute une palette de services de mobilité partagée, communicante. La voiture de demain, elle sera louée pour une bonne partie. Donc tous ces acteurs-là, en France, il y en a. Alors pardon, j'ai un peu divergé par rapport à votre question, mais on n'a rien à envier à l'Allemagne, au Japon ou même à la Chine. Bon, vous avez divergé, mais vous avez fait une transition toute faite pour la seconde partie de notre échange, celui sur les usages. Alors quand on parle de véhicules électriques, on rappelle souvent que c'est compliqué pour les départs en vacances, on ne va pas pouvoir vous prendre la voiture électrique pour les grandes distances, mais il y a quand même des usages où le véhicule électrique est tout à fait pertinent. Peut-être que c'est l'occasion de les citer et puis de voir un petit peu quelle part des conducteurs seraient électromobilisables. Je ne sais pas, peut-être M. Barlet sur ce sujet ou Michel Couture. Oui, je pense que vous avez peut-être plus de l'un et l'autre d'expérience que moi sur la maturité de tous les usages et le potentiel qui pourrait se révéler rapidement. En gros, je crois qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui qui s'amorce dans les entreprises et dans les collectivités, parce qu'une bonne partie de ces acteurs-là ont besoin d'un parc automobile pour des déplacements quotidiens de faible distance, de proximité en milieu urbain. Et là, ça s'impose. Tous les véhicules de service en milieu urbain vont très vite, naturellement, évoluer vers ce format-là. Alors on pense aux grands constructeurs, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut s'appliquer à toutes sortes de mobilités du quotidien. Pourquoi on met des véhicules thermiques pour faire 40 km par jour, entretien d'espace vert en ville? On peut se poser la question. Donc il y a tout ce mode-là. Et puis, n'oublions pas que l'essentiel de la mobilité des particuliers est une mobilité urbaine de proximité sur des faibles distances quotidiennes avec des allers et retours entre des points fixes connus à l'avance. Donc c'est ça le gros du déplacement. Donc en fait, je pense qu'une majorité des déplacements du quotidien sont faisables en électrique. Après, la question, c'est de faciliter le mouvement vers ça, quoi.
Michel Couture, je vous vois acquiescer. Oui, oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir, je suis un peu désolé, sur la question précédente, parce que je pense que la France a des atouts qu'on ne met pas assez en avant, notamment dans la filière batterie, où on pourrait être facilement leader mondiaux. On a quand même des chercheurs qui sont des sommités mondiales dans le domaine, avec des entreprises comme Saft, par exemple, qui sont également leaders mondiaux. Nous avons des constructeurs, nous avons Legrand, nous avons Schneider, nous avons des constructeurs qui sont également leaders mondiaux dans leur domaine, des constructeurs automobiles aussi qui sont en pointe. Je crois qu'il faut quand même le dire, on ne se met pas assez en avant là-dessus. On a vraiment des atouts pour être parmi les plus performants au monde dans ce domaine. Je ferme la parenthèse, je crois que ça mérite d'être dit. Sur les usages, là aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne toujours mouton à 5 pattes. Effectivement, est-ce que je vais pouvoir faire Lille-Marseille avec mon véhicule électrique? Ça se fera sans doute un jour, peut-être pas tout de suite. Mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'il y a quand même plus de 30% des véhicules qui font jamais, je dis bien jamais, plus de 150 km. Pourquoi ces véhicules aujourd'hui ne sont pas électriques? Il y a quand même des véhicules qui, à 80% du temps, font moins de 150 km et 20% plus de 150 km. Parmi ces 20%, il y a effectivement des locations qui peuvent se faire, il y a des usages particuliers qui peuvent se faire. Autrement dit, il n'est pas question que tous les véhicules soient électriques, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, on pourrait facilement avoir 10% des véhicules qui seraient électriques sans gêne aucune, avec les capacités qui sont offertes par les batteries aujourd'hui. Donc, c'est ce parc-là qu'on vise, et c'est ce parc-là qu'il faut électrifier très rapidement. Encore une fois, il ne faut pas chercher à faire n'importe quoi un véhicule électrique, ça n'a pas de sens, mais faisons-lui faire ce qu'il est possible de faire dès maintenant. Oui, je vais rendre la parole à Charlotte de Sigli. Je crois que vous m'aviez, en préparant cette émission, vous m'aviez donné le chiffre de 25% des Français électromobilisables, c'est ça? Oui, effectivement, c'est vraiment super important ce que vient de dire Michel. Pourquoi? C'est parce que sur la question de la voiture électrique, il y a un certain nombre d'idées reçues qui sont parfaitement légitimes quand on ne connaît pas le sujet, et de mythes autour de la voiture électrique ou de freins qu'on se met dans la tête. Et ce qui est parfaitement normal pour une innovation technologique en rupture avec des habitudes de près d'un siècle. Un des freins principaux, c'est l'autonomie. On focalise sur ce sujet et en découle un certain nombre d'actions, parfois assez ubuesques par rapport à une réalité d'usage. Effectivement, quand on sait que 9 trajets sur 10 font moins de 60 km, pourquoi raisonner en potentialité de kilomètres lors de son achat et non en récurrence d'usage? Je voudrais juste revenir aussi sur ce que vous avez dit, parce que justement, à cause de cette question d'autonomie, on dit une voiture électrique, elle est exclusivement urbaine. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous habitez à la campagne que vous faites systématiquement plus de 50 km par jour. Comme l'a dit très justement Michel, il y a des voitures qui, jamais de leur vie, ne dépassent même les 40 km. Beaucoup. Il y a 15 millions de maisons individuelles en France. On peut estimer que presque toutes ont un accès facile à la prise. C'est autant d'accès facile à la charge plutôt que de faire un détour parfois de 20 à 30 km pour se charger, faire le plein, énergie sous temps perdu, alors qu'on peut le faire tranquillement chez soi la nuit. Et souvent à la campagne, les voitures sont obligatoires parce que les transports en commun sont moins bien maillés, ce qui n'est pas forcément le cas en ville. Donc typiquement là, il ne faudra pas être caricatural non plus, mais la deuxième voiture, ce qui est souvent le cas, pourrait parfaitement être électrique. Donc la question de l'autonomie est vraiment importante et il faut souligner qu'on mène aussi à la question des infrastructures de charge. On peut pas, c'est l'œuf et la poule. Tant qu'il n'y a pas d'infrastructure de charge sur voirie, on ne va pas acheter de véhicules et l'inverse aussi. Or, on peut raisonner le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on dit effectivement il y a plein de personnes dont le contexte aujourd'hui n'est pas favorable avec l'utilisation d'une voiture électrique, et c'est vrai, il y a aussi un gros pourcentage, et on l'estime entre 25 et 30% de personnes dont le contexte aujourd'hui est tout de suite immédiatement favorable à l'acquisition d'une voiture électrique et de son usage. Alors dans ce message d'optimisme, vous avez parlé de prise et de charge. Je vais me tourner vers Bruno Barlet. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de s'équiper pour un Français en infrastructure de charge chez lui? Est-ce que les choses sont améliorées? Parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes sur ces questions de normes. Est-ce que l'accès à la prise est facilité aujourd'hui?
Oui, enfin, il y a des problèmes et il n'y en a pas. Là aussi, je crois qu'il faut essayer de simplifier un peu et puis de ne pas dramatiser les choses. L'énergie électrique, elle est là, dans tous les bâtiments, en quantité largement, d'une manière générale, disponible et suffisante pour venir brancher dans ces bâtiments un véhicule. Les prises ou les bornes de charge existent. Alors après, il y a pu y avoir discussion sur le format qu'on va choisir, le standard, etc. Mais comme toujours, quand on détermine un équipement, il y a toujours une phase où l'industrie, elle se cale, elle s'organise, elle détermine des référentiels, notamment pour la sécurité, pour s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne branche pas n'importe quel véhicule sur n'importe quelle prise. Et c'est accessible pour un conducteur, par exemple particulier, de s'acheter une solution, d'investir? Ça ne représente pas un coût trop lourd? Écoutez, je ne vais pas parler à la place des constructeurs d'équipements. Il y a effectivement différents prix, des solutions plus ou moins simples, plus ou moins, comment dirais-je, accessibles selon les véhicules. Il y a des véhicules qui sortent aujourd'hui, qui demandent un équipement un petit peu plus sophistiqué. Mais en tout état de cause, c'est pas ça qui va grever de manière significative le coût d'un véhicule. Et une fois que l'installation est en place, c'est pareil, c'est ce qui a été dit. C'est pas pour 2 ans ou 3 ans, c'est un investissement à long terme. Donc même 1 000 € sur un équipement, quand on sait que ça peut durer plus de 10 ans ou plus de 20 ans, il faut le ramener aussi à la durée par mois. Ça ne représente pas grand-chose. C'est moins cher que des pneumatiques. Donc au bout d'un moment, il faut aussi relativiser les choses, quoi. Très bien. Alors rapidement, shot de ce Guy sur le sujet, puis je redonnerai la parole à M. Barlet. Alors, si on parle du coût des infrastructures de charge, c'est une chose, mais ça fait penser inévitablement à ce que certains d'entre vous pense peut-être tout bas et qui correspond à une réalité, c'est qu'un véhicule électrique aujourd'hui, il est quand même très cher au regard de son homologue thermique. Alors c'est important à mentionner parce que, c'est un produit nouveau. Donc souvenez-vous des machines à calculer dans les années 70, rares étaient les personnes qui pouvaient se l'offrir. Aujourd'hui, on vous les donne ou on vous donnerait presque de l'argent pour les avoir. C'est pareil pour les smartphones, pour les ordinateurs. À leur début, les innovations technologiques, quand elles ne sont pas matures, elles sont chères. Le prix des véhicules électriques, inévitablement, va baisser. Mais surtout, ce qu'il est important de prendre en considération, c'est le coût global de détention, ce qu'on appelle dans notre jargon le TCO, Total Cost of Ownership. Parce que à l'entretien et surtout à l'utilisation, un véhicule électrique ne coûte quasiment rien. En fonction de la manière dont vous roulez, ce qui est d'ailleurs très moral, ça vous coûte entre 1 à 2 € pour 100 km. Ce qui fait que ça peut être amorti relativement vite, à condition, bien sûr, et c'est le paradoxe de la voiture électrique, de rouler un certain nombre de kilomètres. C'est le paradoxe dans la mesure où vous ne pouvez pas faire plus, en gros, d'une traite que 120 km, mais pour qu'il soit facilement amorti, il faut faire quand même plus qu'un certain nombre de kilomètres, on va dire 30 à 50 km par jour, d'où l'intérêt d'un véhicule électrique partagé, d'où l'intérêt aussi des services de mobilité et de louer un véhicule électrique, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il était financé et son prix lissé dans le temps. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent non, un véhicule électrique, c'est trop cher, c'est pas moi, c'est pas pour tout de suite. Or, quand on raisonne en comptabilité analytique, comme le font les professionnels, entreprises et collectivités, elles commencent à se rendre compte qu'en dehors d'aspects d'image, d'environnement, etc., sur un plan purement économique, un véhicule électrique peut être particulièrement pertinent dans leur flotte. Non, on voit bien cette notion de mobilité, de rentabilité, pardon. Monsieur Barlet, je voyais piaffer. Non, juste pour rajouter 2-3 chiffres, comme vous le disiez à l'instant, l'équipement, il faut relativiser le coût de l'équipement électrique pour charger un véhicule. C'est finalement quelques centaines d'euros à 1 millier ou 1 200 € dans l'installation la plus élaborée qu'on peut mettre dans un domicile, quoi. Qu'est-ce que c'est à l'échelle du coût d'un domicile? Très peu de choses. Qu'est-ce que c'est à l'échelle du coût total d'utilisation d'un véhicule pendant des années? Très peu de choses. Ce qu'il faut, à mon avis aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer la prise Green Up Access et travailler avec les constructeurs sur le développement de ce cordon qui permettra de charger son véhicule aussi ailleurs, c'est qu'un véhicule, ça sert quand même à se déplacer et qu'on peut avoir besoin, dans certaines situations, d'une petite charge en secours pour suppléer la charge qu'on fait habituellement chez soi. Et donc cette capacité avec ce cordon et cette prise de pouvoir se brancher même à capacité j'ai envie de dire d'énergie plus basse, en pompant moins d'énergie, mais de prendre un peu d'énergie pour se sécuriser, il y a une espèce
de peur de la panne finalement chez l'utilisateur d'un véhicule électrique. C'est psychologique, il faut que les gens passent au-dessus de ça. Moi, ce que je trouve fort, si vous voulez, récemment, on a fait un événement avec 2500 clients en région parisienne il y a 2 semaines. On a fait venir les gens de PSA et de Renault qui sont venus avec des Zoé, des Ion, etc., toutes sortes de véhicules, des Fluence électriques. Sur les 2500 visiteurs, il y a plus de 1200 personnes qui ont voulu essayer les véhicules. Donc aujourd'hui, les gens sont prêts. Quand les gens s'installent là-dedans et qu'ils testent la voiture, il y a un effet séduction sur le silence, sur l'espèce de souplesse que ça a, sur le confort que... Enfin, ça change radicalement les choses. Donc je crois qu'il faut qu'on gomme un peu les aspérités d'a priori héritées de X décennies de véhicules thermiques et du vroom vroom qui va avec. Et l'électrique, c'est hyper séduisant et facile. Je crois qu'il faut l'expliquer aux gens. Et alors il y a des efforts financiers sur les primes gouvernementales, etc., qui sont là pour rendre accessible ce qui va baisser à terme et qui est encore un peu cher, quoi. Bon, je vois qu'il y a un important travail d'image, ça va peut-être faire partie des chantiers autour de la mobilité électrique dans les prochains mois. Peut-être juste, le temps passe très vite, donc on va bientôt clôturer. Je vais peut-être vous proposer de faire quand même un petit tour de table sur justement les grands chantiers, les grands enjeux de la mobilité électrique dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Voilà, je vais peut-être vous proposer de jouer un peu au Madame Irma, voir quels seront les sujets à traiter. Et on en a déjà évoqué quelques-uns, peut-être Michel Couture. Mais pour faire une petite synthèse de ce qui a été dit, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le véhicule électrique est un véhicule qui intéresse, mais qui doit être partagé parce qu'il est encore un peu coûteux à l'achat, mais très très peu coûteux à l'usage. Et la cible privilégiée, celle qu'on remarque aujourd'hui, c'est la cible des flottes d'entreprises. En plus, ça présente un avantage, c'est que les flottes d'entreprises sont très visibles, parce qu'une flotte d'entreprise circule beaucoup dans les villes. Et donc, je pense que c'est une cible très particulière qu'il faut équiper. Il y a effectivement l'UGAP qui est là pour ça, hein, le groupement d'achat d'entreprises et qui développe les flottes auprès des grandes entreprises. Mais on se rend compte, nous aujourd'hui, on opère au niveau des petites entreprises, des petits entrepreneurs, des petits électriciens, des plombiers, etc., qui changent leur vieille voiture très polluante et qui ne circulent qu'en ville. Je pense que lorsque ces véhicules-là seront électrifiés, ça changera tout auprès du public. Lorsqu'ils appelleront leur électricien, leur plombier, ou même une livraison à domicile, et qu'ils verront que tous ces véhicules sont électriques, je pense que la plupart des clients réfléchiront et se diront « pourquoi pas nous ?» Donc vraiment, visons les flottes en premier, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un équipement de bornes qui soit suffisamment satisfaisant pour sécuriser. Parce que c'est ça, dans un premier temps, il faut que le client soit sécurisé et n'ait pas l'appréhension à conduire électrique. Très bien. Bruno Barlet, sur les chantiers, les enjeux des mois à venir. Cette idée de sensibilisation, de pédagogie, peut-être, c'est un peu important. Oui, je pense que c'est... Enfin, nous, on fait énormément d'efforts là-dessus. Sensibiliser, la pédagogie, former les installateurs électriciens. Parce qu'à un moment donné, le bâtiment, c'est capillaire. C'est des millions de lieux en France qu'il va falloir équiper, pas à pas, millier par millier, mais il va falloir le faire. Donc, c'est accompagner tout un travail de filière. La filière électrique en France est une filière vertueuse. On a le plus gros opérateur producteur d'énergie, on a des équipementiers de bâtiments, d'équipements électriques des bâtiments très forts, on a des installateurs électriciens très forts et très compétents, donc il y a une vraie filière, et des constructeurs automobiles aujourd'hui qui se mobilisent sur le sujet, donc on a une filière vertueuse. Donc on va essayer de travailler en filière, former les installateurs, développer des solutions simples, et on essaye aussi de faire en sorte que ce soit, comme disent les Américains, by engineers for everybody, c'est-à-dire simplifier l'usage. Penser usage d'abord, et ne pas trop complexifier. Le message est passé. Charles de Sigui, je vous avais donné la parole en premier, mais je vais vous proposer de clôturer pour boucler la boucle sur ce sujet des échéances et des enjeux du véhicule électrique. Alors je vous propose un enjeu, une anecdote et une citation. Allez, je prends. L'enjeu simple, en dehors de tout ce qui a été dit, c'est travailler sur un accès facile à la prise pour les véhicules de particuliers, notamment les copropriétés. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, au moins autant, sinon plus important que ce qui concerne les infrastructures de charge sur voirie. L'anecdote très illustratrice de l'important besoin d'accompagnement pédagogique et de démythifier un certain nombre d'idées reçues. Il y a quelques années, je discutais avec le gestionnaire de la flotte de ADP, Aéroport de Paris. Ils avaient reçu une bonne douzaine de véhicules électriques et pendant quelques mois, ils n'étaient pas utilisés, personne ne voulait les conduire. Et un jour, il y a eu un surcroît d'activité, plein de voitures au garage. Donc, plusieurs
ouvriers, plusieurs salariés ont été obligés de les utiliser. À compter de ce jour, ils ne voulaient plus utiliser les autres. Donc c'est quand même un signe de quelque chose. A priori, on ne veut pas y aller, on regarde ça bizarrement. Et finalement, quand on l'essaye, on se dit, mais évidemment, c'est ça. Et ensuite, quand on repasse au thermique, on a l'impression de passer d'Internet au Minitel. La citation maintenant, pour conclure, que j'ai entendue de la bouche de Elon Musk, qui est ce mania de la Silicon Valley, qui a fondé cette belle voiture qui s'appelle Tesla, ce roadster. Il a dit « Un jour, quand nous dirons à nos petits-enfants que jadis nous conduisions des engins bruyants et qui émettaient de la fumée toxique, ils ne nous croiront pas. » Bon. C'est un très bon mot pour finir. Je vous rappelle que cette émission sera disponible sur Internet, hein, pas sur Minitel. Désolé pour les amateurs de voitures thermiques. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions très riches lors de cette émission. Cette journée AVL Tech Day se prolonge avec d'autres interventions, d'autres émissions. Mais d'ici là, je vais vous libérer. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.